Vous écoutez le Libre Journal de la Jeunesse, dirigé par Pascal Lassalle. Émission préenregistrée le 27 juin 2020. Elle est diffusée pour la première fois sur Radio Courtoisie, samedi 18 juillet 2020, de midi à 13h30, et réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal de la Jeunesse, dirigée aujourd'hui par votre serviteur Pascal Lassalle, bien sûr, sur Radio Courtoisie, votre radio favorite. Alors aujourd'hui, je tiens tout d'abord à préciser que cette émission est préenregistrée, une semaine après le solstice d'été, donc les auditeurs qui voudront se manifester à bon escient, bien sûr, je l'espère, pourront le faire par les canaux habituels. Bon, une bonne vieille manuscrite, ça fait pas de mal, et ça reste fidèle en quelque sorte une certaine tradition, sinon les moyens permis par la technique moderne, un bon courrier électronique, donc à destination de votre animateur et au sujet de l'invité du jour. Alors, l'invité du jour, c'est quelqu'un qui est de retour, en tout cas, dans ce studio, dans le cadre de mon émission, quelqu'un que j'avais reçu avec feu Emmanuel Ratier en 2011 dans le cadre de son libre journal de la résistance française. J'ai nommé un citoyen helvétique exemplaire, Piero San Giorgio. Piero, bonjour. Ciao. Ciao, bonjour. Buongiorno. Merci de m'accueillir chez vous. Voilà, ben écoutez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, mon cher Piero. Donc vous étiez venu il y a maintenant 9 ans à l'occasion de la sortie de votre premier ouvrage qui s'intitulait, et qui s'intitule toujours d'ailleurs, Survivre à l'effondrement économique, qui a été édité à l'époque par le Retour aux Sources, par les éditions du Retour aux Sources, et qui est aujourd'hui réédité depuis peu, donc chez un nouvel éditeur, les éditions Culture et Racines, ainsi que plusieurs de vos ouvrages sur lesquels nous allons revenir. Alors vous apparaissez aujourd'hui comme un des grands spécialistes du survivalisme, en tout cas dans l'espace francophone, et même au-delà, je crois, non? Vous avez été traduit, non? Mes livres sont traduits dans une dizaine de langues aujourd'hui. Voilà, donc c'est aujourd'hui un retentissement mondial, en tout cas en ce qui concerne cette approche du survivalisme. Alors justement, je crois que il serait de bon ton de vous présenter plus largement pour le nombre de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, et en précisant aussi ce qui vous a mené à aborder cette question. Merci. Alors je suis citoyen suisse, effectivement, d'origine italienne. Et avant d'écrire des livres, j'ai été pendant près d'une vingtaine d'années dans les hautes technologies, dans les logiciels, cadre et puis cadre supérieur, dans le développement de sociétés de logiciels à travers notamment l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, ce qu'on appelait les marchés émergents. Et donc j'ai, à partir de, en réalité 2005, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des tendances lourdes. Et je ne suis de loin pas le premier à avoir eu cette prise de conscience, que ces tendances lourdes d'augmentation très forte de la population, surtout dans des pays, on va dire, pauvres, cette consommation de plus en plus grande des ressources, grâce à, évidemment, la mondialisation, ou à cause de la mondialisation. Grâce ou à cause, oui. Et effectivement, et de ce globalisme qui est en train de se mettre en place, avec des économies financiarisées fondées sur la création monétaire à base de ex nihilo, à base de rien, et donc avec des dettes colossales qui ne font qu'augmenter, nous amenait, et puis des risques de problèmes très lourds au niveau de l'écologie, au niveau de... Alors, moi, je suis pas trop sur le réchauffement climatique, mais en tout cas, dans la destruction d'écosystèmes à travers le monde, ça c'est indéniable, et que tout cela nous amène à une fragilisation du modèle qui nous permet de vivre, qui fragilise les circuits d'approvisionnement et tout ce qui nous permet d'avoir de l'eau courante, de l'électricité, de la nourriture dans les supermarchés, et que notre mode de vie postmoderne, en plus, est extrêmement anxiogène et peu durable.
Et fort de cette constatation, qui a mis plusieurs années à se cristalliser dans quelques idées, je me suis mis à préparer, à côté de mon travail, que j'ai ensuite laissé pour me consacrer uniquement à l'écriture et à ma famille, eh bien, j'ai pris cette idée qui circulait déjà, qui était cette idée de base autonome durable, et j'ai commencé à travailler sur la mienne, c'est-à-dire une ferme en montagne avec mon potager, des animaux, une vie en fait beaucoup plus saine et plus proche de la nature, et traditionnelle aussi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, je me permets de vous couper là, à ce stade de votre propos, c'est que vous racontez notamment dans votre premier ouvrage, donc Survivre à l'effondrement économique, que vous avez vécu comme un peu une sorte de nomade italien, de par vos activités professionnelles, avant le clash d'une certaine économie, mondialisée, enfin au début des années 2000. Vous avez vécu qu'en tant que cadre internationalisé, avec énormément de voyages, un très bon niveau de vie sur le plan matériel. Enfin, vous avez vécu vraiment, voilà, cette vie de nomade italien, de véritablement d'acteur de cette mondialisation. Aujourd'hui, donc, vous avez largement perçu plus que les limites. Donc, en fin de compte, voilà, vous pouvez parler en condition et vous avez surtout fait ce revirement, quelque chose existentiel, vers une autre voie qui vous semble beaucoup plus appropriée, autant de dissolution et de déraison que nous vivons actuellement. Poursuivez, mon cher. C'est vrai. Et puis, cela nous m'a amené fort de cette expérience, et surtout, je crois, d'une capacité à structurer une pensée qui était un petit peu protéiforme à cette époque, dans ce qui est devenu mon premier livre, Survivre à l'effondrement économique, et qui a eu un très fort succès, qui d'ailleurs a commencé ici dans ce studio il y a près de 10 ans. Ouais. Je me souviens très très bien. Et ce livre qui a eu un succès très fort, on est à plus de 200 000 copies vendues rien qu'en français, en langue française, sans parler des traductions, effectivement, qui vont du russe à l'italien, à l'anglais, au turc, à l'arabe, au polonais. Le polonais est sorti cette semaine, et d'autres, le roumain et d'autres langues également. Et puis j'ai poursuivi, fort de ce succès, sur peut-être peaufiner ces concepts et ces techniques, qui sont en fait des solutions que l'on peut adapter en fonction de ses moyens, en fonction de ses capacités, en fonction évidemment de sa situation professionnelle ou familiale, et qui sont flexibles et qui sont aussi très pragmatiques et peu dogmatiques. Et ça, c'est peut-être mon côté suisse qui est très pratique. Oui, et puis après votre équation personnelle, de manière, on va voir qu'elle se retrouve d'ailleurs dans votre dernier ouvrage. Et donc j'ai poursuivi ce travail avec un deuxième livre qui s'appelle Rue Barbare, survivre en ville, qui est très très d'actualité aujourd'hui, avec ce qui se passe entre les iconoclastes qui déboulonnent des statues et les différentes conflits ethniques, certes manipulés, mais enfin qui nous rappellent quand même des violences pas si lointaines dans notre histoire. Et donc beaucoup de gens se posent la question de devoir éventuellement quitter les villes, ou alors, s'ils devaient rester, comment maximiser un petit peu leur résilience. Voilà, donc un ouvrage que vous avez coécrit avec un autre blogueur survivaliste, Vol Ouest. Vol Ouest, qui est quelqu'un de vraiment très très bien. Et j'ai poursuivi avec un troisième livre qui était plutôt orienté sur la gente féminine, afin d'essayer de comprendre pourquoi elle ne semblait pas s'intéresser à ces thématiques. Et j'avais donné dans ce livre qui s'appelle Femmes au bord de la crise, j'avais donné, après une première partie d'analyse, dans une deuxième partie, une grande place à une trentaine de femmes, de jeunes femmes de tout âge, de toute orientation politique et autres, afin qu'elles expliquent pourquoi elles étaient dans cette démarche finalement de résilience, d'autonomie, de gain de liberté. Et c'est un livre qui me tient à cœur, qui n'a pas eu un grand succès d'ailleurs, mais que je vous conseille également. Et puis, suite à ce travail, j'avais été contacté avec un ancien responsable de la cellule des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques du GIGN, donc ce groupe de professionnels antiterroristes extrêmement prestigieux à travers le monde, et qui m'avait proposé de coécrire avec lui un livre qui est sorti en 2016, qui s'appelle NRBC, donc voilà, sous-titré Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Donc vous l'avez coécrit avec la personne qui signe sous le pseudonyme de Chris Millennium. Voilà. Et ce livre nous apprend à nous préparer et à comprendre quels sont ces risques. Et c'est un livre qui a eu
évidemment un grand retentissement, un grand succès, surtout à la suite des accidents que l'on avait prévus conceptuellement, qui était cet accident de Lubrizol à Rouen. Et puis évidemment, nous l'avons tous subi. Celui qui ne l'a pas remarqué n'était pas sur cette planète pendant cette période, évidemment, ce confinement à la suite de ce début de pandémie à partir du début de 2020. Et évidemment, ce livre est constamment en rupture de stock maintenant, tout le monde se l'arrache. Voilà, je peux préciser à ce moment de votre propos qu'il vient d'être réédité justement par les éditions Culture et Racines, ainsi que le Rhubarbar Survivre en ville. Mmh. Et donc, comment se préparer. En fait, les gouvernements auraient mieux fait de lire ce livre quand même avant de faire n'importe quoi, et pas seulement en France. Malheureusement, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu des amateurs et qui ont un peu improvisé, alors que les plans pour gérer une pandémie sont précis, connus. Ils sont appliqués par de nombreux pays. Ils ont été appliqués. Certains l'ont appliqué. On va y revenir bien sûr en deuxième partie d'émission. Et donc, ce livre, évidemment, et d'ailleurs, il expliquait dans sa version originale que nous étions toujours avec ce risque de pandémie qui nous pend au nez, si je puis dire, et notamment pour des coronavirus. On l'avait mentionné textuellement. Oui, il y a eu des rapports qui ont été rédigés, notamment il y a une quinzaine d'années, que tous les décideurs ont normalement eu en main, notamment en France. Et bien sûr, on n'a pas tenu compte. Enfin bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, justement, vous avez aussi une actualité éditoriale, mon cher Pierrot, parce que vous êtes aventuré sur un terrain sur lequel on ne vous attendait pas forcément, le terrain romanesque, même si on va voir que c'est un terrain romanesque avec un aspect documentaire évident. Donc, vous venez de publier, justement, chez ce nouvel éditeur, ce jeune éditeur Culture et Racines, un ouvrage intitulé Giuseppe, une histoire de survie. Alors, une histoire de survie. Giuseppe, vous allez nous le dire, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour vous. C'est sûrement une forme d'hommage aussi, à quelqu'un qui a marqué une partie de votre existence. Alors, pouvez-vous préciser pour nos auditeurs un peu la genèse de ce projet et le processus d'écriture qui a été le vôtre? Alors, Giuseppe, pour faire simple, mon grand-père, et certainement je le considérais comme mon grand-père, il n'est pas mon grand-père biologique, mais il était dans ma famille, et il est né avant la Première Guerre mondiale en Italie, et je me souviens petit qu'il me racontait un petit peu des histoires, souvent avec la sobriété de ces gens d'extraction très modeste, d'Italie du Nord. Il a été mineur dans les mines de ciment quand il était jeune. Donc dans le Piémont, je crois. Au Piémont. Voilà. Exactement. Et dans une région qui est effectivement cimentifère et qui avait à cette époque l'essor économique dû à cette industrie qui était nécessaire pour la construction de l'Italie industrielle du XXe siècle. Et il me racontait quand j'étais petit, bien sûr, les histoires de quand il était à la mine, les histoires de quand il allait au bal pour danser, où ils étaient tellement pauvres qu'il n'avait entre lui et son frère qu'une seule paire de chaussures pour sortir. Il n'avait qu'une seule paire de chaussures du dimanche pour deux, et donc ils alternaient les chaussures pour danser et pour rencontrer des jeunes femmes. Et de manière le plus élégante possible, et pas y aller avec les grosses chaussures de la mine. En tout cas, voilà, je me permets de vous interrompre. Là, la couverture montre une de ses photos, jeune, beau gosse, un petit côté Errol Flynn. Totalement. On disait qu'il ressemblait à Errol Flynn. Et c'était un bel homme, effectivement, un très bon danseur. Il avait une réputation de très bon danseur. Et il me racontait aussi ses histoires pendant la guerre. Toujours avec une sobriété, une retenue et finalement en évitant les sujets terribles que sont la faim, le froid, ce qui était le lot de ces prisonniers, on en parlera. Et donc je m'étais dit il y a quelques années, mais au fond, cette difficulté, ces temps difficiles qu'il a traversés, que ont traversé bien sûr beaucoup d'Italiens à cette époque, mais pas que d'Italiens, finalement tous les Européens. Voilà, des millions de personnes, que ce soit des prisonniers, des travailleurs forcés, etc. Exactement, et on pourrait ajouter l'Asie. Voilà. À cette époque, eh bien, au fond, c'est peut-être à la source de ce qui m'a amené à réfléchir à comment est-ce qu'on peut traverser des temps difficiles aujourd'hui. Temps difficiles qui me semblent être certains. Et s'il y a une dizaine d'années, on pouvait encore douter de mes prévisions, qui étaient des tendances, évidemment. Aujourd'hui, je vois par le retour et par la quantité de gens qui me contactent et qui souhaitent acquérir évidemment les livres, mais surtout aussi avoir mon avis sur
sur la continuation de ces tendances, je vois que l'immense majorité de la population commence à craindre, alors avec des variantes selon les sensibilités, mais qui commence à craindre un changement radical du mode de vie, et pas pour le meilleur et pas pour le plus pacifique. Et particulièrement dans des pays comme la France, particulièrement comme des pays comme le Royaume-Uni, et on le voit aujourd'hui. La Belgique, les États-Unis également. C'est ce qui était très surprenant de voir une révolution bolchevique en marche dans ce pays. Alors on verra jusqu'où elle marche, mais en tout cas, il y a des images qu'on n'imaginait pas il y a une dizaine d'années. Et donc c'est probablement là la source de ce travail. Alors je m'y suis mis, évidemment la première chose que j'ai faite c'est de prendre des notes, mais aussi d'aller voir les gens de ma famille qui sont encore vivants, ma maman, des oncles, enfin des grands-oncles ou des grandes tantes, et ou même des gens du village. Et puis bien sûr, parce que c'est incomplet, je suis allé en Allemagne voir les archives, parce qu'on en parlera, il a évidemment comme des millions d'Italiens, comme 1 million d'Italiens internés par les Allemands en 1943, fini dans des camps en Allemagne, des camps de prisonniers, mais les Italiens n'étaient pas des prisonniers de guerre. Ils n'avaient pas le statut, voilà, prisonniers de guerre. Donc ils n'étaient pas couverts par la Convention de Genève, et la Croix-Rouge, les colis de la Croix-Rouge, etc. Enfin, vous le racontez, vous n'allez peut-être y revenir. Oui. Et donc je suis allé dans les archives allemandes qui m'ont accueilli très, très chaleureusement, très gentiment, et qui ont des archives impressionnantes et très précises de qui a été où et comment. Et donc j'ai essayé de combler par des recherches historiques et puis aussi par ma connaissance de l'histoire, qui est une histoire fascinante de cette époque. Et par exemple, je me souviens très bien que mon grand-père me disait, bon là, il a été libéré par l'armée rouge, pas loin de Dresde, en 1945. Et il plaisantait en disant, c'était même pas une plaisanterie, il en était très content. Il disait, voilà, j'ai promis aux soldats de l'armée rouge que j'allais toujours voter communiste pour les remercier de m'avoir libéré des camps. Et c'est vrai qu'il avait toujours voté communiste en Italie. Et j'explique dans le livre que c'était en fait l'effet escompté par Staline, en traitant correctement les prisonniers italiens qui étaient libérés, alors que l'Italie avait déclaré la guerre à l'Union soviétique en 1941. Donc les prisonniers ont eu quelques jours d'angoisse en se disant, bon, on quitte les camps allemands, mais peut-être pour finir dans des camps russes. Comme de Cari dans ce qu'il a, quoi. Exactement. Ouais. Et d'être traité encore plus mal. Et donc j'ai comblé ces lacunes évidentes de la mémoire. On sait très bien que la mémoire est quelque chose de très difficile à cerner précisément. Et je les ai comblés par des recherches historiques qui permettent aussi de donner le contexte de l'histoire, puisque au fond, cette histoire qui est racontée à la première personne, c'est celle d'un homme humble, d'un homme d'une classe sociale qui commence tout en bas de l'échelle sociale en Italie. Les parents de Giuseppe étaient des fermiers sans terre, c'était des ouvriers agricoles, donc vraiment le statut le plus bas qu'on peut avoir dans un pays comme l'Italie du début du XXe siècle. Et il ne pouvait pas comprendre les tenants et les aboutissants des événements qu'il avait traversés. Je tiens à préciser à ce stade-là aussi, pareil, de notre entretien, mon cher Pierrot, à ses auditeurs, que j'ai vraiment été frappé très positivement par ces aspects justement documentaires, de ces descriptions. Et on est vraiment, ça me rappelait des films italiens qui décrivaient ce mode de vie, mieux que le 1900 du marxiste Bertolucci. Je pense à un film que vous connaissez peut-être, L'Arbre au sabot, de Ermanno Olmi, et qui décrit la vie des paysans de Bergame, la région de Bergame, les Bergamasques. Ouais. Donc, je crois, à la fin 19e, ou peut-être début 20e, là, ça m'échappe, je crois que c'est plutôt fin 19e. Et là, on a vraiment une description des travaux les jours, de cette classe de paysans, donc du nord de l'Italie. Et j'insiste auprès notamment des plus jeunes auditeurs pour justement s'imprégner, en fin de compte, voilà, d'une époque qui n'existe plus, mais d'un mode de vie, voilà, qui mérite quand même d'être connu, ne serait-ce pour en tirer des enseignements, quoi. Si on compare avec aujourd'hui, voilà, les modes de vie de nos sociétés postmodernes en déshérence, quoi. C'est vrai. Et donc, par exemple, lorsqu'en 1919-1920, il y a les émeutes des socialistes et des communistes en Italie, mon grand-père, je me souviens qu'il me racontait l'histoire des milices socialistes et communistes qui allaient chez les propriétaires terriens et qui demandaient aux ouvriers de faire grève et de ne plus s'occuper, par exemple, des vaches. Or, alors les ouvriers étaient entre une ferveur revendicative et un petit peu la pression face à
des communistes qui arrivaient armés, ils arrivaient avec des fusils, eh bien ils disaient bon d'accord, on va pas s'occuper des vaches. Donc les vaches finissaient par mourir, les ouvriers agricoles finissaient par ne plus avoir de travail, et le propriétaire terrien, lui, il avait suffisamment de moyens pour tenir une année ou deux, et éventuellement se racheter un troupeau pour l'année suivante, pour recommencer son activité agricole, ces grands propriétaires terriens typiques de l'Italie. Et puis, et donc mon grand-père me disait, ils étaient idiots, parce que finalement, ces gens se sont retrouvés au chômage. Donc en écoutant les communistes, ils se sont retrouvés au chômage. J'ai dit c'est pas pour rien. Vous précisez, ce sont des gens venus de la ville, auxquels les réalités de la vie agricole, de la vie paysanne échappent en grande partie. Exactement. Quoi. Sans parler de l'aveuglement idéologique, bien sûr, qui était et il explique que c'est donc pour ça que les industriels, les propriétaires terriens ont financé et accueilli finalement la mouvance fasciste, par exemple, qui a émergé à cette époque-là. Évidemment, mon grand-père ne connaît pas Mussolini, ne connaît pas. C'est un petit. Voilà, c'est pas un politique. C'est pas un politique. C'est pas quelqu'un qui réfléchit. Voilà, c'est vraiment l'italien entre guillemets de base, mais c'est pas, je veux dire, enfin, l'italien, le paysan de base du nord de l'Italie. Bon, c'est pas péjoratif bien sûr de dire ça, mais c'est ça aussi. C'est intéressant, c'est le reflet aussi, d'une humanité, enfin d'une partie du peuple italien, qui était quand même largement représenté durant cette période tragique, et parfois qu'on oublie, par rapport à d'autres profils, parce que je reviendrai. Donc c'est ça aussi qui moi m'a vraiment séduit. C'est ce reflet un peu de cette. Et pour donner le contexte, pour que le lecteur comprenne pourquoi il se passe certains événements, j'ai évidemment utilisé ma licence poétique pour inventer des personnages qui tournent autour du personnage principal et qui, eux, par leur parcours à eux, commentent et explique. Par exemple, on a l'un des camarades de combat, un des militaires qui est dans leur même régiment, la même compagnie que Giuseppe. Eh bien, lui, c'est un étudiant de Turin. Et en tant qu'étudiant de Turin, lui, il a une perspective peut-être plus intellectuelle, plus informée aussi, parce qu'il lit des journaux. Mon grand-père ne lit pas des journaux. Et qu'il donne les exemples et certains... C'est lui qui cite Antonio Gramsci. Exactement. Voilà. Parce que mon grand-père n'a évidemment aucune idée de qui est Gramsci. Alors qu'un étudiant de Turin de la même époque, lui, en a entendu parler, et il peut dire que Gramsci finit dans une île en confine, en résidence surveillée. Ouais. Alors que mon grand-père n'aurait aucune idée, évidemment, de ce que c'est que l'idéologie marxiste, de ce que c'est que même l'idéologie fasciste. Ce sont des gens qui travaillaient... la théorie de la guerre culturelle, etc. Voilà. Et donc c'était un travail hybride, et c'est pour ça que ce n'est pas une biographie, c'est un roman, et d'avoir pu ou de même quand l'Italie perd la guerre, change de camp le 8 septembre 1943, bien les soldats italiens qui étaient Giuseppe à ce moment-là ne pouvaient pas savoir ce qui se tramait dans les et donc là il a fallu mettre dans des notes de bas de page et dans un commentaire que j'ai fait, une postface assez copieuse, très éclairante, expliquer et c'est ce drame qui s'est joué, drame tragicomique à l'italienne évidemment, parce que il y a eu des cafouillages incroyables, des erreurs de communication vraiment avec des résultats dramatiques pour les soldats italiens qui ont fini dans des camps en Allemagne. Et même certains, ça n'a pas été le cas de l'unité où était mon grand-père, ont été purement et simplement massacrés par les Allemands, notamment... Le massacre de Cefaloni. Exactement. Il y a un film d'ailleurs dont le nom échappe sur le moment avec Nicolas Cage. Oui, je sais pas si vous avez vu ce film. La mandoline du capitaine Corelli. Capitaine Corelli, que j'avais vu il y a quelques temps et qui raconte ces événements. C'est pas mal fait, je trouve, effectivement. Ça... Et puis Méditerraneo, un film italien de l'auteur dont le metteur en scène m'échappe, où on montre les massacres des officiers systématiques dans les unités qui ont osé résister aux forces allemandes. Et surtout, ces commandants italiens qui sont retrouvés considérés comme des traîtres, comme des faux frères, avec un retournement brutal, de perspective d'alliance. Et en plus, sans ordre de leur état-major, où l'état-major leur dit l'armistice a été signé, défendez-vous contre toute agression, mais le message n'était pas très clair. Et puis surtout, lorsque des unités italiennes sont
ont été infiltrés par des unités, enfin infiltrés de manière logique à l'époque, par des unités allemandes, plus mobiles, plus aguerries, plus efficaces. Oui, vous le racontez lors justement de son séjour en Grèce, avec voilà, les unités de montagne, et puis bon, beaucoup plus aguerries, comme vous dites, avec des sous-officiers beaucoup plus professionnels, de meilleur matériel. Enfin bon, ça c'était Oui, vous avez bien mis en avant, je trouve, ces réalités historiques. Hein. Vous faites un rappel d'ailleurs aussi du contexte particulier de l'Italie, que moi personnellement je connais un peu, parce que bon, j'ai quand même travaillé depuis presque 2 décennies sur le sujet, mais à destination des plus jeunes lecteurs, je crois que c'est vraiment c'est bien vu. Et puis surtout, voilà, compte comment justement cet aventurisme, on va dire, politique de Mussolini, complètement déphasé par rapport aux réalités, notamment les réalités de l'armée italienne qui n'était pas prête du tout. Bon, et le peuple italien aussi n'était pas prêt, à faire la guerre à tout l'espace méditerranéen, par exemple. Ils sont engagés. Bon, mais comment c'était vécu par votre grand-père qui, n'était pas aussi non plus, n'était pas quelqu'un qui était engagé. Voilà, c'est pas quelqu'un qui avait une conscience politique, qui avait un idéalisme politique, comme d'autres ont pu l'avoir. D'ailleurs, je peux rappeler à ce sujet que dans le cadre de cette même émission avec Emmanuel Ratier, nous avions reçu quelqu'un qui avait fait notre choix. Et c'est pour ça que ces visions, ces profils se complètent. On avait reçu un ancien Mauro, c'est-à-dire un membre de la Decima Mas, l'unité d'élite donc du prince Giuno Valero Borghese, qui a combattu donc pendant la période de la Révolution sociale italienne. Et lui était un fils d'immigrés italiens. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'immigrés italiens qui ont tout quitté. Parce que là, pour eux, c'était per l'honneur d'Italia, pour l'honneur de l'Italie, et ils ont fait ce choix de tout plaquer. Même souvent, certains d'entre eux étaient des fils d'antifascistes italiens émigrés et qui sont allés combattre donc dans la fleur de leur vingtaine, voire plus. Donc c'était Carlo Alfredo Panzaraz que nous avions reçu avec Emmanuel Ratier et qui avait édité, donc qui était de Trieste, et qui avait édité d'ailleurs un très bel album qui s'appelait Les Volontaires de France, Volontari di France, des France. Voilà, mais pour montrer qu'il y avait. Moi, c'est vrai que j'étais jusqu'à maintenant plus sensibilisé, à des personnes qui se sont engagées à bon ou à tort ou à raison, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, qui par rapport à des choix essentiels. Mais votre livre a le mérite aussi de montrer que c'est comme toujours d'ailleurs, on parle souvent des résistants ou des collaborateurs ou de ceux qui d'un camp l'autre, ils ont toujours constitué une minorité. Pour le meilleur, pour le pire, et que une majorité des gens ordinaires, voilà, et c'est pas, je vous dis, une fois de plus dépréciatif de le dire. Je veux pas dire subi, mais en tout cas, ils ont fait un choix. Vous présentez justement ce choix, ce refus de s'engager de la part de Giuseppe, notamment lorsqu'on vient lui proposer à 2 reprises de gagner les rangs des nouvelles unités créées dans le cadre de la République sociale italienne, donc l'État qui a été mis en place au nord de l'Italie avec un Mussolini, qui avait fini par être libéré du Gran Sasso. Vous dites que lui, il considère comme une part de liberté de ne pas s'engager et de ne pas cautionner à la fois de continuer dans cette logique aventuriste où justement l'Italie a subi un désastre, et puis aussi par rapport au traitement que les Allemands réservaient aux Italiens, la manière dont ils les percevaient. C'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'il y a ce côté nuancé qui apporte aussi une autre vision d'une réalité qui a quand même été dominante parmi vous le cachez pas, parmi tous ceux qui ont été internés. Une minorité sont partis, ont fait ce choix de combattre, mais voilà, chacun par rapport, je crois, à son parcours, à ses options, ses questions personnelles, faisait ce choix. Donc ce choix aussi, voilà, certains l'ont fait pour défendre une certaine idée qu'ils avaient de l'honneur de leur pays, même si, après on peut critiquer bien sûr la pertinence de leur choix, etc. Et d'ailleurs, statistiquement, et je l'explique effectivement dans cette scène, dans un de ces chapitres du livre, il n'y a qu'un un très faible pourcentage de ces prisonniers italiens, enfin de ces internés italiens en Allemagne, qui ont fait le choix alors que c'était un choix de facilité, puisqu'ils allaient retrouver une forme d'honneur de combattant. Ils allaient retrouver de la nourriture, une formation, et surtout de retourner au pays. Eh bien, la majorité, près de 90%, ont refusé de faire ce choix. Et ça semble illogique, mais je pense avoir montré par justement la simplicité du raisonnement qui était
En fait, je crois qu'ils en avaient marre de Non, mais surtout, vous le précisez à un moment, Giuseppe, comme sûrement un grand nombre de ses camarades d'infortune, avait perçu aussi qu'ils allaient s'impliquer dans une guerre civile. Ouais. D'abord contre les forces italiennes co-belligérantes, donc les unités rééquipées par les Britanniques, et puis surtout après contre les partisans. De quelque obédience qu'ils fussent, qu'ils fussent communistes, royalistes. Voilà, ils conscients que, et on sait très bien ce qu'il y a des guerres civiles, on pourrait y revenir, c'est les plus atroces, les plus sauvages. Je mentionne à la fin du livre, évidemment, lorsque finalement il rentre chez lui, où contrairement à d'autres endroits où la pleurniche a été rendue possible, eh bien sa famille et ses amis lui ont dit bon écoute, on sait que tu as été en Allemagne, c'est sûrement été très dur, mais en fait on s'en fiche un peu, on a un pays à reconstruire, donc nous aussi on a souffert, donc on va pas en parler. Il n'y a pas eu d'épanchoir, d'émotions et on a retroussé les manches très vite et on a recommencé à travailler d'abord en enlevant déblayant les ruines et puis ensuite en essayant de servir un petit peu l'occupant américain et puis de reconstruire leur pays qui est devenu la République italienne bien sûr et la masse des gens se sont mis au boulot. Et ça, contrairement à du devoir de mémoire ou des choses comme ça, l'Italie a un peu passé l'éponge, même l'aspect antifasciste, on voit bien après-guerre, alors je m'arrête en 1945 dans ce livre, même l'aspect antifasciste finalement après-guerre n'est qu'une mascarade d'anciens fascistes qui ont tourné la veste ou d'opportunistes, et que finalement la plupart des gens se sont simplement mis au travail et on peut politiser la vie italienne. Oui, de toute façon, on sait très bien aujourd'hui avec le recul que ce régime fasciste était encore bien vu. On se rappelle des compliments par exemple, de Churchill avant l'intervention de l'Italie donc en Éthiopie. C'est vrai. Et Mussolini n'aurait pas tenté ses aventures militaires en Éthiopie, en partie pendant la guerre d'Espagne et surtout bien sûr pendant la fatale Seconde Guerre mondiale. Il serait pas considéré comme un dirigeant, mais comme vous d'ailleurs vous le précisez, et là je veux dire c'est la réalité qui se reproduit. Il a modernisé un pays récent, un pays d'ailleurs dont vous montrez aussi la diversité. Vous précisez que, par exemple, d'après les compagnons d'infortune de captivité de Giuseppe, il y a tous les dialectes qui sont parlés, le sicilien, notamment le sergent sicilien, vous faites des citations en dialecte. On a du mal des fois aussi à réaliser cette diversité de l'Italie et qu'en fait de compte, l'italien standard a été très peu parlé. Encore aujourd'hui, il est bien sur l'apanage des médias, de la langue de communication, de la politique, de l'économie, etc. Mais qui suis allé, je suis fatigué, fréquemment en Italie, il y a des variétés dialectales, bien sûr. Le dialecte lombard, les Napolitains, les Bergamasques. Je décris une petite scène où un instructeur bergamasque essaye de faire comprendre à la nouvelle recrue napolitaine comment exécuter un mouvement tactique dans l'unité et ils n'ont aucun moyen de se comprendre. Ne serait-ce qu'on voit le dialecte napolitain. Moi, je suis un amateur d'une série qui s'appelle Gomorrah, qui est l'adaptation du film. Et là, ils parlent tous un dialecte napolitain, d'ailleurs, des sonorités très particulières. Oui. Des tonalités, à la fois catalane, espagnole, latine, arabe. Donc c'est pas du tout l'accent italien chantant, classique, quoi. Donc, et les Bergamasques, c'est des peuples de montagne du Nord qui ont un accent aussi très particulier, très difficile à comprendre, même pour les Italiens aujourd'hui. Et donc, il y a cette et tout ça dans une certaine bonne humeur. Ce n'est pas les tranchées en 1917 où on abat les gens qui ne comprennent pas les ordres. Ça reste un peu la commedia quand même. Mais malgré tout, ça coûtera cher à l'Italie d'avoir une armée mal préparée, mal entraînée, mal équipée, avec certes du courage, comme l'ont tous les soldats. C'est étonnant. Là, on va peut-être pas insister outre mesure sur cet aspect, mais c'est vrai la myopie de Mussolini. Alors que c'est un homme quand même qui est d'une grande intelligence, d'une culture, et là, on a l'impression que l'exercice du pouvoir l'a éloigné de certaines réalités, notamment sur à la fois une partie de la mentalité profonde du Un autre de mes grands-pères, alors pas de Giuseppe, mais un autre de mes grands-pères me disait que à cette époque, on lui montrait toujours lorsque Mussolini se baladait à travers l'Italie, mon grand-père me disait en rigolant, on lui montrait toujours les escadrilles avec les avions les plus modernes, alors qu'en fait, c'était toujours les mêmes avions qui passaient d'une escadrille à l'autre pour donner l'impression que l'Italie était un pays moderne, ou en tout cas plus moderne qu'il ne l'était.
Non, c'est vrai que là, ça a été, c'était au moins une tragédie partagée. En tout cas, oui, une petite question qui me vient juste à l'esprit. Vous parliez tout à l'heure de personnages inventés. Durant son retour, donc à pied, du sud de l'Allemagne, du sud de la Saxe jusqu'en Italie, Giuseppe rencontre un Allemand, un combattant allemand, un jeune combattant de la FNSS qui s'était constitué en unité Werwolf, donc c'est un loup-garou. Ce qu'on voyait comme loup-garou, qu'on voyait comme ultime résistant, ultime réduit. Ce personnage était réel ou inventé? Alors ce personnage, il m'a raconté beaucoup d'Allemands, notamment Kurt, notamment Hans, pardon, le gardien dans l'usine, puisqu'il a été forcé à travailler dans les usines de moteurs pour les camions Auto Union. Voilà, sous les bombardements d'ailleurs des Alliés. Et d'ailleurs, vous faites des descriptions du bombardement de Dresde, de l'affreux bombardement de Dresde, qui est toujours un crime de guerre, avéré, même si bien sûr les vainqueurs n'ont pas tout forcément le même traitement que les centaines vaincus. de milliers de morts civils volontairement massacrés comme ça par les bombes. Et effectivement, c'est vrai, il me racontait qu'il avait traversé une vraie Dresde en ruine. Ah, il ne m'a pas parlé de ce que je décris dans le livre. Oui, voilà. Il y a le fameux ouvrage de David Irving, voilà, qui est presque l'ouvrage définitif sur le sujet. Et c'est vrai que j'ai voulu amener des dialogues, parce que autant le gardien de la prison, ce fameux Hans, il baragouinait parce que mon grand-père a appris à parler un petit peu allemand à force, et ils échangeaient des commentaires entre. Parce que faut bien se rendre compte que dans ces usines, il y a des moments de pause. Et puis, les gardiens savent très bien que ces gens ne vont pas s'échapper pour aller où? Ils sont dans l'est de l'Allemagne, et en pleine guerre, ils ne vont nulle part pas la langue. On a évidemment avait marqué dessus, interné, militaire, italien. Enfin bon, et donc, il y avait c'est pas la vache et le prisonnier. Mais en même temps, presque. C'est-à-dire qu'au moment où ils allaient partir où, ces pauvres gens. Et donc, il y avait un certain relâchement, d'autant que ces gardiens étaient souvent des personnes qui étaient des vétérans de la Première Guerre mondiale, et souvent pas vraiment aptes à combattre sur le front. Oui, c'est les troupes de l'arrière. Exactement. Et donc je l'ai fait rencontrer en revanche un combattant plus jeune. Et d'ailleurs il y a un paragraphe qui me plaît beaucoup dans ce livre où ces prisonniers italiens sont amenés pour fuir l'avancée des troupes anglo-américaines d'un côté ou russes de l'autre. Ils sont baladés d'un camp à l'autre vers la fin, dans l'hiver 1945. Et à un moment ils croisent des unités de Waffen-SS très jeunes. Presque des jeunes adolescents encadrés par des vétérans et des vétérans qui ont ce regard de ceux qui sont allés en enfer et qui sont revenus et qui encadrent ces jeunes extrêmement motivés qui chantent, issus de la jeunesse hitlérienne, donc qui sont fanatisés, qui chantent et qui vont vers Berlin, en direction de Berlin, pour participer à la bataille de Berlin qui est imminente. Et qui vont vers une mort certaine entre le combat et les camps soviétiques. Ils vont mourir. Et on voit ces gens qui défient la mort. Donc, il y a ce contraste avec les prisonniers italiens qui sont exténués, qui sont, après presque 2 ans de camp avec une très faible quantité et qualité de nourriture. Eh bien, on a ce contraste entre les derniers Allemands, c'est comme ça que je les appelle, qui vont mourir, qui vont à la mort certaine, et on a ces survivants italiens qui essayent, surtout à cette époque où il n'y a absolument plus aucune distribution de nourriture, le système logistique allemand a été complètement pulvérisé par les bombardements allemands, plus personne ne s'occupe de personne, c'est là où la majorité des gens dans les camps sont morts, dans les dernières semaines de la guerre. Et effectivement, quand ensuite, libéré par les soviétiques, il va finalement, pour peut-être la première fois de sa vie, se révolter, et il va décider de ne plus subir, de ne plus obéir, de ne plus suivre le mouvement, la masse. On a aussi une petite impression, c'est une impression qu'il y a jusqu'à ce moment-là un petit côté un peu malgré nous, quoi. Oui. Dans le fait que, mais comme des millions de ses compatriotes, il a été mobilisé pour un conflit dont les tenants et aboutissants lui échappaient, sans parler, de la prise de conscience après le constat que, l'armée n'était pas préparée, qu'ils n'étaient pas préparés du tout. Donc, il y a ce côté-là, et puis effectivement, là, à partir de ce moment-là, dans ce moment vital, en fin de compte, on est dans la phase de survie. Il y a déjà eu une phase, de survie dans les conditions de vie en camp. J'explique les petites habitudes que l'on prend très rapidement dans le camp pour essayer de ramasser le petit morceau de pain supplémentaire, la petite pomme de terre dans la poche. Un petit peu, voilà, mettre de côté. C'est tout à fait pathétique, mais et triste. Mais c'était ça, ou mourir.
Oui, et puis surtout, c'est ça que vous vous inquiétiez à la fin dans votre postface, un petit peu de savoir si vous avez réussi à rendre ça bien. Bon, vous n'avez pas vécu ces conditions, ni moi d'ailleurs. Je trouve que vous êtes assez bien arrivé. Hein. Et je ne sais pas pour vous flatter de dire ça, mais vraiment, c'est un exercice qui n'est pas facile. Hein, mais essayez de ressentir, comme vous le dites aussi, vous avez eu recours à des témoignages d'autres Je pense modestement que c'est un peu dans cette optique-là, parce que c'est un livre que j'ai hâte de faire lire à mes enfants. C'est un livre qui est en plus très adapté, parce que le langage... Et je pense que vous l'avez remarqué, n'est ni vulgaire, ni non, ni cru. Bon, c'est à la première personne, il y a une sobriété dans le langage. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi votre découpage, un petit chapitre court, bon, relativement court même pour les plus longs d'entre eux. Donc je trouve aussi c'est bien, il y a un bon rythme. Ça donne un bon rythme au récit sans que ça puisse paraître. Je pense que c'est un livre qui est tout à fait accessible à des adolescents qui veulent en plus voir une histoire assez... Je veux dire que j'ai été influencé, je pense, par la 25e heure de Virgil Gorgio. Ah oui, puis magnifique adaptation cinématographique avec Anthony Quinn. Hein. Oui. Donc, voilà, clairement, j'ai trouvé, en écrivant le livre, ça m'a rappelé ce livre que j'avais lu adolescent et pour lequel il y a un parallèle évident de l'homme fétu de paille emporté par le courant de la grande histoire. Mm-hmm. Et donc, effectivement, lorsque mon grand-père Giuseppe finit par se révolter et fuir la hiérarchie renaissante au sein puisque les officiers ont été réintégrés avec les soldats. Vous montrez qu'il y avait, c'est quand même aussi ces différences de classe au sein de l'armée, comme, en partie dans le monde, sauf dans la Waffen-SS qui était beaucoup plus égalitaire. Mais c'est vrai que vous montrez cette distance. Et puis lorsqu'ils reviennent au dernier moment, puis qu'ils commencent à avoir des velléités de canaliser les choses, d'ordonner, mais il y a pas d'adhésion, quoi. Et les soviétiques, finalement, comme ils avaient distribué des laissez-passer, des certificats de libération à ces prisonniers libérés, en l'occurrence en avril 1945, eh bien, mon grand-père à un moment dit « Mais moi, est-ce que je suis obligé de rester là ?» Et l'officier soviétique qui était là lui dit « Non, en fait, vous restez là si vous voulez, et nous, on s'occupera de vous. » Un peu, mais on a autre chose à faire. On a une guerre à finir et puis on doit réorganiser la nouvelle Europe. Donc, c'est vraiment aussi bien d'autres, c'est que vous montrez pareil là la complexité de la nature humaine, parce que si vous ne cachez pas que c'est soviétique aussi, le soldat qui vient, notamment un des soldats qui donne à manger à Giuseppe, c'est peut-être celui qui quelques heures avant a violé sauvagement une femme allemande, ou commis aussi des exactions. Dont on sait ce qu'elles ont été de la part de l'armée soviétique, donc en Allemagne en particulier. Oui, une période très, très triste. Voilà, de montrer qu'en fait, compte, on échappe à toute vision simplificatrice, réductrice, et effectivement, caricaturale. C'est pour ça que je l'ai fait rencontrer. Parce que je me suis rendu compte dans ce livre que finalement, j'ai pu montrer, comment dire, le point de vue de la plupart des camps, si on veut. Le camp, il y a clairement, même les Français sont représentés puisque ce sont les rois du marché noir dans les camps. Puisqu'il rencontre Français 1940. Il rencontre Français qu'il avait dans son camp. Et mon grand-père parlait un petit peu français. En Piémont, c'était facile. C'est une langue le dialecte, le patois piémontais ressemble au français et est très similaire. Je le parle encore d'ailleurs. Il rencontre des Français, des Tchèques, des Polonais, évidemment les gardiens allemands, etc. Et chacun donne un petit peu son point de vue de la situation. Et les seuls qui donnaient pas leur point de vue, c'était vraiment l'aspect nazi, l'aspect national-socialiste. Mm-hmm. Et je me suis creusé un peu la tête en disant comment est-ce que je peux quand même donner la parole et d'avoir le point de vue, et le lecteur jugera du point de vue. Et donc je l'ai fait rencontrer ce qui est une histoire fictive, mais qui est plausible. Puisque dans cette partie des Sudètes, en ce qui est aujourd'hui la République tchèque, eh bien, il y a quand même des millions d'Allemands qui ont été chassés. C'est cette épuration dont on parle peu. Cette première grande épuration ethnique sur le continent. Et on voit que ces minorités qui vivaient depuis presque 1000 ans, dont l'implantation datait du Moyen-Âge. Et qui ont dû fuir ou mourir. Là, c'était vraiment la valise et le cercueil. Comme quoi, la rémigration, c'est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Parce que là, les Allemands, ils ont été remigrés de force de Pologne, de Silésie, de Prusse et effectivement des Sudètes. Des millions d'Allemands ont dû fuir en quelques jours. Et j'ai décrit quelques-unes de ces colonnes de réfugiés qui sont en plus dévalisées par les soviétiques, puisque tout bien matériel de l'Europe, du Mitteleuropa,
est un luxe pour le soldat soviétique qui n'a pas de montre, qui n'a pas accès à ce luxe, pour ce qui pour lui est un luxe. Et donc je lui ai fait rencontrer pendant un des chapitres un combattant des Waffen-SS qui évidemment a essayé de défendre par des actions d'arrière-garde, par lui et quelques autres de ses camarades, a essayé de défendre ces civils allemands. Et a permis leur fuite, et se retrouve blessé, seul survivant de son unité, dans une grange, et il tombe nez à nez avec mon grand-père. Alors il y a évidemment le moment de tension où l'un a son pistolet, l'autre a un bâton, et qui va tuer qui? Et puis finalement il passe la nuit à parler, à baragouiner entre un Allemand qui a quelques notions d'italien par son enfance, et puis un Italien qui a quelques notions d'allemand apprises dans les camps. Et je fais une sorte de petit dialogue entre la vision nationale-socialiste du conflit, parce qu'il me paraissait honnête de la donner, une vision que je ne partage pas, hein, mais enfin le lecteur pourra en juger, et puis la vision d'un homme simple qui, à ce moment-là, malgré toutes ses souffrances et toutes les horreurs qu'il a vues, surtout à Dresde, finalement n'en veut plus aux Allemands, et n'en veut pas, et n'a plus de... et n'a pas d'arrière-pensée de haine ou de volonté de vengeance, et finalement il commence déjà à oublier. Et parfois on dit toujours ni pardon ni oubli. Parfois l'oubli et le pardon sont quand même des choses importantes à mettre en œuvre. Et là je vois que ça commence très vite, parce qu'il n'a jamais eu il m'a toujours parlé en bien de l'Armée Rouge quand j'étais petit. C'était un trait avec beaucoup d'humour. Mais il ne m'a jamais parlé en mal des Allemands. Voilà, il n'y a pas eu pas senti de ressentiment, de ton vindicatif par rapport. Et je voulais expliquer un peu ça. Et j'ai imaginé une rencontre. Alors évidemment, c'est fictif, mais j'ai imaginé cette rencontre pour qu'ils se rendent compte aussi de la souffrance des Allemands dans les années 20, qui ont amené au choix politique des années 30. Écoutez, moi je peux vous dire, le modeste historien de formation que je suis, qui s'est aussi intéressé à cette période, notamment lors de ses années universitaires, je peux vous dire que vous êtes bien arrivé. Enfin, en tout cas, au niveau des éléments de langage, du vocabulaire, des propos que tient ce jeune Allemand, on reconnaît, aujourd'hui il y a des travaux, en plus maintenant au sérieux, notamment les travaux de Johann Chapoutot, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur les textes. On voit que le propos, le vocabulaire employé, la rhétorique, est authentique, elle est convaincante, quoi. Il y a une parfaite authenticité. Donc, et de manière brute. Et pas caricaturale. Pas caricaturale, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, dans mon enfance, comme j'imagine vous aussi, et beaucoup de nos auditeurs, nous avons vécu dans une période où l'allemand de la Deuxième Guerre mondiale était soit vu avec ridicule, je pense à La Grande Vadrouille. Et j'allais le dire. Certes, grand film. Grand film populaire. Que mes enfants adorent. C'est pareil. Mais qui est tourné en ridicule. Bon, certes, et c'est de bonne guerre, hein, c'est très bien. Ou alors, qui montre l'allemand, et y compris évidemment, y compris le national-socialiste, comme des brutes sadiques permanentes. Voilà. Or, la réalité, elle est bien plus complexe. Alors, je vais pas aller sur la liste de Schindler. Enfin, et les deux, tout a existé évidemment. Et l'histoire, elle est factuelle. Et on a des cas, je veux dire, qui peut nier l'atroce traitement des Sonderkommando en Russie, par exemple. Personne ne peut nier cette indicible horreur de destruction du peuple russe. Voilà, et qui surtout, le tragique, c'est que dans l'esprit de ceux qui les ont perpétrés, il y avait une imparable logique, quoi. Même une logique de survie, justement. Exactement. Pour eux, c'était une question de survie. Alors, cette survie, elle a été criminogène, de tous côtés, mais de leur part en particulier, sans parler des autres. Et ça, vous arrivez à l'esquisser. En tout cas, dans l'avenir. Donc, c'est pour ça que on va terminer, je pense, votre propos, notre entretien sur cet ouvrage. Mais je dis, c'est plus qu'un roman. C'est un roman document, de cette manière. Et comme vous le dites d'ailleurs, vous bouclez un peu. Oui. La boucle est bouclée pour vous dans cet aspect survie, c'est-à-dire dans cette dimension survie où on retrouve j'allais conclure également là-dessus en vous disant que finalement le livre a plusieurs dimensions de lecture. On peut le voir d'un point de vue historique comme on l'a mentionné, mais il y a aussi cet élément de survie au quotidien, la petite cuillère autour du cou au cas où on trouve une soupe par hasard, chose impossible évidemment, mais
potentiellement imaginés par les prisonniers pour ne pas se faire voler leur équipement, leur équipement fruste. Et puis on a cet inventaire permanent de ce que l'on a sur soi, si on doit tout d'un coup effectivement marcher pendant une journée, les chaussures qu'on rafistole avec des morceaux de fil de fer, essayer de trouver. Oui, à un moment où vous faites un inventaire, voilà, vous faites un inventaire fictif de ce que qu'est-ce que j'ai pour me permettre d'entamer un périple à pied de plusieurs milliers de kilomètres, dans comment un pays ne pas troublé. Gaspiller les allumettes lorsqu'on doit aller faire du feu. Avoir de quoi trafiquer des cigarettes, de quoi les échanger pour faire du troc. On a aussi cet aspect de survie et finalement cette fuite, si on veut, dans l'action de survie comme moyen de lutter contre la mort qui guette, mais aussi contre l'angoisse de l'inconnu que sera demain. Et ça, effectivement, la boucle est un peu bouclée. Et je ne crois pas que je ferai des romans de ce type à l'avenir. Je ferai d'autres romans. J'ai d'autres idées pour des romans, mais qui seront plus dans. Vous avez dans déjà esquissé des petits scénarios dans votre premier ouvrage de survie, etc. Qui venaient bien compléter votre propos plus théorique de cette manière. Donc effectivement, vous avez du potentiel, je pense, pour aller voilà. En tout cas, merci. Compléter d'ailleurs Laurent Berton. On me rappelle d'ailleurs d'une rencontre que vous avez fait avec lui, qui avait écrit lui Guérilla. Mais bon, moi j'ai beaucoup moins aimé le deuxième surtout. Enfin, même je l'ai pas lu en entier. Alors, je reviens un petit peu sur... Alors, je précise également, moi je suis très sensible, les auditeurs fidèles le savent, je suis un grand bibliomane devant l'éternel, je suis aussi très sensible à la forme, à l'objet en elle-même. Bon, mais là, le gérant de votre éditeur, en fin de compte, a vraiment fait du beau boulot. Il y a une ou deux photos absolument introuvables dans ce livre, qui sont très rares, les photos des prisonniers italiens en Allemagne. Ouais. Il y en a une ou deux qui sont assez uniques. En tout cas, voilà, c'est un bel ouvrage, beau pelliculage, belle typographie, des photos donc insérées dans le corps du texte, bien reproduites. Donc c'est à la fois un bel objet et puis surtout bien sûr dans le contenu dont nous parlait. Donc vraiment que je recommande à nos éditeurs, notamment aux plus jeunes, en particulier aux plus jeunes, parce qu'à la fois c'est une page d'histoire, puis aussi surtout c'est une mise en situation d'un homme ordinaire dans des circonstances extraordinaires de cette manière. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, Piero, donc Piero San Giorgio, Giuseppe, une histoire de survie, aux éditions Culture et Racines, donc pour la modique somme de 20 €, là, qui est un tarif raisonnable, on va le dire, pour le truc. Alors, on fait un petit peu la liaison avec justement la survie, et aujourd'hui, vous apparaissez aux yeux d'une partie de l'opinion, plus ou moins bienveillante d'ailleurs, je parle de la critique, comme un des grands théoriciens du survivalisme, non seulement de l'espace francophone, mais bien au-delà, parce que, comme vous l'avez précisé, vous avez été traduit dans de nombreuses langues. Petite anecdote d'ailleurs, pour préparer cette émission, je le précisais en off, mais bon, je vais en faire profiter aux auditeurs. J'ai visionné hier un film québécois qui vient de sortir, qui s'appelle Jusqu'au déclin, un film d'un certain Patrice Laliberté, donc qui décrit, c'est une sorte de thriller dans les espaces forestiers des Laurentides ou du Labrador, axé justement sur l'idée d'un stage de survivalisme qui va mal tourner, et on cite le concept de base autonome durable. Et je suis pas loin de penser que les scénaristes ou le réalisateur, ont eu connaissance pour la préparation de ce film, notamment la première partie où on voit justement les fondamentaux du survivalisme dans la formation qui est prodiguée donc aux stagiaires. Je suis pas loin de penser qu'il a dû vous lire. C'est possible, tout comme m'ont lu les scénaristes de la série sur une forme d'effondrement qui est passé sur Canal+. Ah oui, moi j'ai pas trop bien. J'avoue que moi je trouve ça un peu bancal, mais effectivement, ils se sont inspirés. Aujourd'hui, je crois que vous êtes venu d'une certaine manière relativement incontournable sur cette thématique. Alors justement, cette thématique, elle rejoint l'actualité la plus brûlante. On a fait allusion en début d'émission, c'est-à-dire la crise sanitaire mondiale que nous vivons. Vous êtes exprimé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, par le canal de vidéo, ce que vous faites de manière régulière. Je précise également que vous êtes aussi un conférencier régulier depuis plusieurs années. Alors, comment pourriez nous faire un petit peu une sorte de bilan avec on commence à avoir un petit peu de recul. Nous vivons une situation de déconfinement, plus ou moins bien pensée, mais en tout cas, nous respirons un petit peu, nous sommes un peu plus libres que nous l'étions avec ces renoncements qui nous ont été imposés et que nous avons
en général bien accepté, sauf certaines zones, on va dire, de notre territoire aujourd'hui éclaté, cet archipel français qui a été bien décrit. Donc, mon cher Pierrot, aujourd'hui, bon, là, en ce jour, nous sommes fin juin, quelle serait, globalement, votre analyse de ces événements, au niveau, bien sûr, de la gestion qui a été celle de nombreux gouvernements, vous aussi par rapport à ce que vous avez pu anticiper, comment vous, à la fois, vous l'avez vécu, et après, comment, vous analysez aujourd'hui, les perspectives qui s'offrent à nous, à la suite de cet événement exceptionnel quand même. C'est vrai que tout s'accélère et beaucoup avaient tiré la sonnette d'alarme déjà il y a des décennies, mais clairement cette convergence dont on parlait tout à l'heure entre crise de surpopulation et avec les migrations qui vont avec, crise économique accentuée de manière considérable par le confinement, en Occident en tout cas, dans les pays qui l'ont mis en place, avec ces impondérables que sont les épidémies, alors exagérées, un petit peu encouragées, à voir. Mais en tout cas... Certains en tout cas... ont essayé de capitaliser sur ce moment. Il y a toujours, quel que soit aussi les hypothèses en plus, sur la genèse de ce virus. Je ne me prononcerai pas. Voilà, moi non plus. Que ce soit un virus naturel ou pas, il est évident que certains gouvernements ont pris en fin de compte la mesure de ce moment pour en fin de compte faire, notamment sur le plan législatif et liberticide, de l'exceptionnel. L'ordinaire. On n'arrête pas le progrès de ce côté-là. Le progrès vers la tyrannie, il avance. Et donc, on a vu ces dernières années, en plus, avec ces émeutes qu'il y a aux États-Unis et qui essayent de faire tache d'huile, y compris en France, dans votre beau pays, nous voyons avec cet iconoclasme délirant, d'une hystérie, quelque chose qui d'ailleurs me rappelle, on va faire une toute petite parenthèse historique, mais enfin, qui me rappelle Kristallnacht de 1938, où finalement un certain pouvoir se dévoile à la population en cassant à l'époque les vitrines, mais aujourd'hui oui, alors que là c'est pas vraiment... c'est un pouvoir qui n'est pas institutionnel, c'est un pouvoir occulte. On a aussi après tout l'océan le déchaînement, on va dire, de fureur destructrice qui a été généré par la Révolution française. Au niveau qui est la matrice du totalitarisme moderne. Ou la guerre civile espagnole du côté républicain, du côté notamment en ce qui concerne tout ce qui représentait l'Église. Et là, on a un avertissement de gens qui sont certes une minorité, qui sont encore désorganisés, mais quand même avec des financements, avec des riches sponsors, et qui nous donnent comme message qu'ils n'accepteront rien d'autre que notre pure et simple élimination. Je crois que c'est clair. Élimination non seulement physique, mais de toute notre culture et toute notre histoire. Du passé, ils vont faire table rase. Le programme est révélé, il est évident, il se montre à nous dans toute sa petitesse, à la différence que par rapport aux bolcheviks de 1920 où des combattants d'Espagne, ils ont 30 kilos de muscles en moins et qu'ils sont plutôt protégés par les institutions et la police, ce qui est étonnant. Sans parler du pouvoir médiatique, qui les protège. Et donc, ça ajoute en fait un élément déstabilisateur en plus à ce que nous avions décrit, les crises de pénurie de pétrole, qui arrivent, qui maintenant c'est imminent. Autant il y a 10 ans, on pouvait encore se poser la question puisqu'il y avait ces gaz et ces pétroles de schiste, en tout cas des sources d'énergie non conventionnelles qui commençaient à venir. Aujourd'hui, notamment par la faillite bien avancée de cette industrie de pétrole bitumineux et de schiste aux États-Unis, qui a bien avancé, on se rend compte qu'on risque un choc pétrolier dans pas très longtemps, peut-être l'année prochaine. Et que toute cette convergence de problématiques, cette convergence de catastrophes, comme aurait dit Guillaume Fay, exactement, nous y sommes. Et donc c'est le moment ou jamais pour que ceux et celles qui se préparent individuellement, en famille, avec des amis, en communauté, peu importe, accélèrent un petit peu leur préparation et leurs préparatifs, leur formation, l'accumulation de certains outils indispensables pour tenir le coup. Voilà. Tenir le coup dans une période où qui va être très incertaine et dont on ne sait pas l'intensité des crises qui arrivent, ni la durée. Et ça, c'est
c'est en fait la situation paradoxalement est beaucoup plus facile et plus claire aujourd'hui qu'il y a 10 ans lorsque je sortais mon premier livre, car aujourd'hui la menace elle est présente, on la voit, elle est visible, on peut la sentir. Alors à moins d'être perdu dans un beau quartier d'une grande ville et d'être suffisamment à l'aise pour ne pas voir les problèmes, l'immense majorité de la population aujourd'hui les sent, les voit et peut même les toucher. Alors qu'est-ce que vous préciseriez par exemple là, justement dans cet ordre d'idée à ceux qui notamment certains dans notre mouvance se sont un peu gaussés de tous ceux qui dès le début donc de cette crise, enfin en tout cas en France, bon elle a surtout été patente dans la deuxième moitié du mois de mars, se sont gaussés peut-être un peu facilement, sûrement facilement, de tous ceux qui ont fait des stocks, qui sont partis dans un trip, bon, qui qualifiaient de survivaliste et qui disent aujourd'hui, ben regardez, le système il n'a pas craqué quand même. Bon, malgré tout, il y a une certaine résilience aujourd'hui, bon, du système capitaliste, du système bon avec, ben en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de pénurie, bon, il n'y a pas eu d'émeutes généralisées qui ont fait exploser. Donc qu'est-ce que vous leur diriez? Parce que certains se sont un peu gaussés de ça. Oui, alors d'abord, ce que je leur dis et ce que j'ai toujours dit à tout le monde, c'est réfléchissez par vous-même et faites ce que vous voulez. Oui. Moi, je suis pas votre papa, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je vous donne des exemples et des exemples que je vis personnellement, que je fais moi-même. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez, vous verrez bien. Alors, je remarque quand même que la plupart des gens ont commencé ces dernières années à prendre des cours de combat, d'apprendre à se défendre, parce qu'ils ont quand même remarqué que, y compris dans les beaux quartiers, je prends l'exemple de Paris où nous sommes, y compris dans les beaux quartiers, comment la faune locale commence à beaucoup changer. Oui. Et que les petites déprédations qui avant n'étaient que dans certains quartiers commencent à être partout, commencent à se faire partout. Donc déjà, j'ai remarqué un changement. On se sent pas vraiment protégé efficacement par les forces de l'ordre aussi. Non, à moins d'être dans les zones clés du pouvoir. Ouais. Et encore, combien de temps peuvent-elles durer en cas de gros problèmes? L'année dernière, on a quand même eu des hélicoptères prêts à évacuer un certain personnel politique. Ouais. Donc, la situation est tendue. Économiquement, c'est vrai, nous avons eu de la chance. Cette crise, en tout cas ce confinement, n'a pas duré suffisamment longtemps, n'a pas été suffisamment intense. Il n'y a pas eu... heureusement, ce virus n'a pas été suffisamment mortel pour causer des peurs amenant à la cessation des flux d'approvisionnement. Alors justement, tiens, à ce propos, de biens principaux, de biens essentiels. Oui, à ce propos, est-ce que vous avez vous-même fait la comparaison avec une autre pandémie, mais que une partie de l'opinion publique a oublié? Moi, je pense à mes parents, notamment cette fameuse grippe de Hong Kong. Qui 1950. Non, 68, 69. 68. Voilà, et qui a fait, je cite de mémoire le chiffre, avec toute réserve, je crois qu'il avait fait à peu près 65 000 morts, pratiquement le double des victimes attribuées au coronavirus en France. Personne s'en souvient. Parce qu'on n'a pas confiné, parce que tous les soirs, il n'y a pas un monsieur chauve qui nous faisait son speech pendant 45 minutes, anxiogène, avec... Faut se méfier des gens chauves. Voilà, tout à fait. Nous inspirons la méfiance, mon cher Pierrot. Donc, effectivement, ça a été perçu comme à la fois une grippe, un peu plus violente, à la fois un peu plus contagieuse, un peu plus meurtrière que les grippes saisonnières habituelles, mais on n'a pas arrêté les pays pour ça. Bon, il y a eu, bien sûr, des ports de masques, il y a eu des arrêts de travail, etc., notamment dans certains secteurs de la vie économique. Mais on n'a pas confiné, on n'a pas arrêté l'économie, et surtout l'idée de mort, ce que j'ai expliqué à certains interlocuteurs lorsque j'ai parlé, était mieux accepté par nos grands-parents. Bon, la présence de la mort et le fait que voilà, papé il a 85 ans, il est diabétique, il est fragile du cœur, mais il va y passer parce que voilà, c'est tragique, on est triste, on l'enterre, le corbillard passe à travers les rues de la petite ville. Et voilà, c'était presque dans la normalité, dans certaines fatalités, mais qui fait partie aussi du cycle de la vie et de la mort. Donc c'est vrai qu'on compare la réaction de la majorité des pays touchés par cette grippe de Hong Kong, beaucoup plus meurtrière et beaucoup plus létale, avec le Covid. Bon, c'est pour ça aussi qu'on a changé d'époque. Comment vous analysez? On a changé d'époque. La médiatisation est omniprésente. Ouais. L'information, elle est excessive. Et je crois que nous avons aussi un mode de vie qui nous rend plus fragiles et plus facilement anxieux. Et c'est pour ça que mon prochain livre sera sur la gestion de la peur et de l'anxiété. C'est le livre sur lequel je travaille en ce moment depuis pas mal d'années déjà. Et il faut apprendre, il faut apprendre à se détacher un petit peu de tout ça. On va en parler, mais vous allez voir. Il faut apprendre à se détacher
ces médias omniprésents. Quant au fait de se gausser de la préparation, moi je pose simplement la question, c'est que je pense qu'on a été dans tous nos pays à pas loin de la rupture des circuits d'approvisionnement. Et il faut se réjouir que ça n'a pas été le cas. On a surtout pensé au début. Au tout début, voilà, on a vu les comportements de certains consommateurs voilà, dans les supermarchés, les stocks qui ont été faits, à plus ou moins bon escient d'ailleurs. Bon. Non, c'est sûr que quand je voyais les gens courir acheter des tonnes de papier toilette... moi, je les ai déjà à la maison, les tonnes de papier toilette pour tenir un bon moment. Et puis, au pire, on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai que moi, je suis allé acheter des oranges et du citron pour avoir de la vitamine C pour toute la famille. Vous le dites d'ailleurs dans vos vidéos. Et voilà, donc heureusement, ce virus n'a pas été si dangereux. Moi-même, je l'ai attrapé et toute ma famille l'a attrapé. On a tous eu une demi-journée de fièvre. Et on a développé nos anticorps. J'ai un certificat médical avec moi d'ailleurs ici qui montre que j'ai mes anticorps et que... c'est toujours utile dans certains pays, surtout en ce moment-là. Voilà, si jamais vous êtes amené à voyager. Bon, moi, j'en sais rien. En tout cas, je n'ai pas développé aucun type de symptômes. On voit quand même que la moyenne des décès sont des personnes, en grande majorité, sont des personnes très âgées. Donc c'est un peu comme la canicule. Parfois, certaines maladies, elles accélèrent de 6 mois la mort naturelle de quelqu'un. Et bon, mais à vrai dire, pour être honnête, en février, nous ne pouvions pas savoir que la mortalité allait finalement être si basse. Il y a eu un moment de doute. On voyait des images de Chine avec des cercueils qui s'accumulaient. Et puis il y a eu quelques oiseaux de mauvais augure, notamment comment s'appelle cet expert, ce soi-disant expert britannique, je crois, le nom m'échappe, où on parlait de chiffres. Un petit peu exagéré ces chiffres. Voilà, un peu beaucoup même, mais bon. Mais quand bien même ces chiffres étaient vrais, quand bien même la mortalité allait être de 1% de la population, il faut regarder les pieds sur terre. 1% de mortalité sur peut-être 18 mois, ce n'est rien du tout. Et surtout, c'est rien du tout. Et surtout, on prend pas la peine de comparer avec d'autres raisons de mortalité. Voilà, que ce soit les AVC, que ce soit le cancer du poumon, que ce soit d'autres pathologies ou même des accidents de la vie, des accidents de travail, des victimes d'accidents de la route. Enfin, si on s'amusait à faire un comparatif presque quotidien ou hebdomadaire, on s'apercevrait que on dédramatiserait en tout cas pour ce et donc je n'ai pas très honnêtement, je n'ai pas une critique très forte à faire sur les autorités sanitaires et politiques quant à on va dire leur choix d'être très prudents à un certain moment. Ils ont été très nonchalants avant une certaine date et très prudents à partir d'une autre. Je crois qu'en France, c'est à peu près au moment des municipales. Avant les municipales, il fallait aller au théâtre et aller voter. Et le lendemain, c'était malheureux, vous allez tous mourir, qu'est-ce que vous faites? Rentrez chez vous. Et vous savez qu'en ce qui concerne la France, le problème aussi essentiel réside ailleurs, dans l'impréparation, dans l'irresponsabilité, dans je crois que malheureusement, et c'est terrible de le constater, c'est qu'aujourd'hui on voit les pays du tiers-monde, y compris africains, comme le Sénégal, le Kenya et autres, qui... Alors, j'ouvre une parenthèse. Nous en parlions dans NRBC, pardon, parce il est sorti aux États-Unis, donc j'ai un peu l'habitude de le prononcer en anglais, le titre. Et tous les États ont des plans en cas de pandémie. Ils ont des documents préparés depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui sont peaufinés, qui sont réglés chaque année. Et lorsque effectivement l'alerte est donnée, et moi j'ai évidemment comme beaucoup des entrées au sein des forces militaires, des forces de l'ordre, qui déjà 1 ou 2 semaines avant le confinement se préparaient à agir, à mettre en œuvre le plan de pandémie. Plan de pandémie qui ressemble qui est à peu près le même dans tous les pays, parce que la pandémie est la même, et qui a été d'ailleurs mis en place en Corée du Sud, au Japon, en Taïwan, Singapour et dans les grands pays aujourd'hui avancés, parce que nous ne sommes plus dans le peloton de tête malheureusement. Et ce plan, en gros, dit il faut fermer les frontières pour éviter que la propagation n'arrive. Déjà, idéologiquement, ça pose problème dans beaucoup de pays. Mais ensuite, c'est simplement identifier, dès qu'on a des gens avec des symptômes, les tester et surveiller tous les gens avec qui ils ont été en contact dans les jours précédents. Alors, c'est un grand travail, c'est difficile, puisqu'il y a des transports publics, il y a des transports où on peut se propager très facilement. On l'a su, on le sait tous aujourd'hui. Bon, heureusement, on a eu un peu d'éducation sur ce point. Et puis, on n'arrête pas l'économie. Il n'est jamais question de faire de confinement. Ça n'existe nulle part, cette idée de confiner les gens. Alors, on a vu que ça... Prenez comme exemple la fameuse peste de Marseille en 1720, je crois. 1720, c'est pas la même chose. Non, mais je veux dire, même, ça n'a pas été vraiment efficace. Et puis, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Alors que là, donc il faut imaginer la scène où nous avons des dirigeants de nos pays, j'inclus la Suisse dans cette critique,
Ce n'est pas que pour vos éminents porte-parole du gouvernement. C'est pour moi qui vous blâmerai de l'équipe. Non, mais soyons justes. Ouais. Eh bien, il y a un moment où, en début mars, une sorte d'état-major sanitaire, militaire se réunit et on amène aux autorités, que ce soit le président de la République en France ou le Conseil des ministres ou en Suisse le Conseil fédéral par exemple ou en Angleterre le cabinet du Premier ministre, peu importe. Et les autorités disent voilà le plan, il est rodé depuis 15 ans, on sait quoi faire, il suffit de signer et on le met en place. Et là, tous les pays occidentaux, quasiment tous, comme un sommel, disent oui, non, finalement on va improviser. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'un jour, on nous dit « Oui, non, mais les masques sont pas utiles. » Et puis le lendemain, « Ah oui, malheureux, si vous n'avez pas de masque, vous allez avoir une amende. Il faut rester chez soi. Vous pouvez prendre le métro, mais surtout pas aller dans la forêt ou sur la plage. » Donc, absurdités. Ça, c'est un symptôme non seulement d'incompétence, mais d'impréparation et surtout d'improvisation. Oui, et puis bon, dans le cas français, il y a aussi un ADN, égalitariste, niveleur, uniformisateur. C'est tout le monde à la même enseigne et pas de jaloux, pas de ressentiment de la part des hommes. Donc effectivement, on va envoyer un hélicoptère de la gendarmerie à 3 000 € l'heure de vol, pour verbaliser ou traquer le promeneur dans les Vosges ou au bord de la plage, quoi. Sur la plage. Alors ça n'était pas le cas, ça n'a pas été le cas chez nous en Suisse, mais cette impréparation et surtout cette improvisation était flagrante. Et donc, ce qui est effrayant, si je puis dire, c'est que ça montre que il y a eu quelqu'un qui a dû téléphoner, quelque chose, ou une organisation qui a dû téléphoner à tous ces chefs d'État simultanément, à peu près à cette période, et qui a dû dire non, mais les plans, on va pas les parce qu'on a mieux, il y a mieux. Alors est-ce que c'était cette improvisation, est-ce que c'est parce que derrière on a sous la main la volonté d'un vaccin, la volonté de contrôle? Donc, vous faites allusion au lobby pharmaceutique, pour dire, bien sûr, pour le dire. Bien sûr. Voilà. Donc les enquêtes doivent être faites. Ouais. Cela dit, mais c'est vrai qu'on a pu constater en tout cas en France des conflits d'intérêts pratiquement avérés au niveau gouvernemental entre des grands gouvernements et des acteurs de Big Pharma. Parce qu'en fait on a amplifié les effets et encore une fois on pouvait pas être certain à cette époque que ce n'était pas quelque chose de très très grave. Alors pour l'approche survivaliste, c'est que à la limite que le système s'effondre ou pas dans cette crise-ci, ou alors parce que l'économie a tellement été fragilisée que l'effondrement il est dans 6 mois ou dans 1 an. Notre point de vue, c'est que à la limite, peu importe, notre stratégie est la même. Nous avons de quoi tenir, nous avons de quoi mettre en place de la résilience, de l'autonomie, ce qui, quand bien même tout allait bien, entre guillemets, je mets 14 guillemets au terme bien. Oui, bien sûr. Eh bien, avoir de l'autonomie, c'est avoir un petit peu plus de liberté que le système aimerait nous imposer. J'ai toujours insisté dans nos ouvrages là-dessus, je pense que c'est fondamental. Absolument. L'autonomie et la condition de la liberté. Au sens qui doit être le sien, qui doit être le sens de ce mot. Oui, et cette liberté qui nous fait de plus en plus défaut, on en perd un peu comme dans 1984, parce que la sémantique change. Les conditions de vie sont trop confortables pour la plupart des gens en réalité. Et donc nous n'avons plus le sens du combat et de la difficulté qui nous fait ensuite savourer les choses vraies et bonnes de la frugalité, quoi. L'amitié, les contacts humains, la chance que l'on a d'avoir à manger, un repas. Et ça nous ramène à des situations difficiles du passé, évidemment que l'on ne connaît plus, heureusement. Mais il y a aussi cette volonté, cette tentation qui est inhérente à l'État, et particulièrement dans certains pays, je suis mon regard, vers la dictature omniprésente et le contrôle totalitaire, allant jusqu'à la pensée, allant jusqu'à ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a le droit de penser, etc. Alors là, nous y sommes déjà depuis longtemps. Un petit moment, ouais. Et là, ce que compatriote appelé la post-démocratie, Eric Werner, là, qui est déjà venu dans cette émission et dont les écrits aussi sont visionnaires. Et donc, le survivalisme, c'est aussi se sortir de tout ça. C'est aller avoir une attitude de la vie qui nous donne un petit peu de liberté, qui nous donne une liberté de penser, qui nous donne une liberté d'agir, parce qu'on est capable de le faire en étant un petit peu plus autonome, un petit peu moins dépendant des flux, un petit peu moins dépendant des circuits et du système
qui est en fait infantilisant et En plus, vous le signalez notamment dans votre premier ouvrage, dans le versant culturel, c'est-à-dire en fin de compte nous laver l'esprit de cette colonisation mentale, que nous subissons à divers titres depuis déjà plusieurs décennies. Mais ça correspond à l'éthique de l'homme européen, de ce que nous avons toujours été, et nous devons tenter soit de rester, soit de redevenir. Dans une vision régénératrice, c'est-à-dire le libre arbitre, la capacité, cette notion vraiment de liberté qui est inhérente à notre vision du monde la plus immémoriale, cette manière. Donc on se relie en fin de compte à ça aussi. C'est le versant enracinement en quelque sorte et culturel voire spirituel de la démarche survivaliste en fin de compte qui rejoint les fondamentaux. Tout à fait, et c'est pour ça que l'on voit que le surréalisme est très, on va dire. Il a un écho assez fort dans les mondes européens, beaucoup moins en Asie et dans d'autres pays. Il n'en est même pas question puisque les gens sont encore dans la survie quotidienne pour beaucoup de peuples. Mais on voit que il y a cette farouche volonté fondamentale de liberté chez l'homme européen, et c'est peut-être pour ça qu'il est la cible prioritaire de ceux qui voudraient le remplacer par des petits potentats à l'oriental. À la moyenne orientale, il y a cette farouche volonté de se retrouver maître de son destin, libre de sa destinée, libre, même si la liberté au fond n'est qu'une illusion, mais enfin de gagner par son travail, le travail rend libre justement sa liberté. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à certains détracteurs qui ont parfois qualifié le survivalisme de sorte de social-darwinisme, de la guerre de tous contre tous, etc., vous insistez toujours sur la nécessité de maintenir un lien clanique et communautaire. En fin de compte, on ne peut pas être tout seul, même si c'est vrai que durant ces périodes, les plus bas instincts de l'humanité vont s'exprimer. Et d'ailleurs, on a pu le voir, au niveau des États, pendant cette crise, c'est du chacun pour soi, je te pique tes masques, etc. Alors, c'est étonnant d'ailleurs que si au niveau des États, effectivement, on a vu la jungle. En revanche, et ça, il faut l'admettre quand c'est vrai, c'est que peut-être parce que cette crise n'a pas été si profonde que ça, elle est très importante et elle aura des impacts économiques. On se reverra pour en parler dans quelques mois, dans une année. Mais au niveau des individus, on a vu quand même des élans de solidarité assez importants. Et j'ai été surpris agréablement, y compris à travers des communautés qui d'habitude se regardent en chien de faïence. J'ai pu voir, en tout cas pas qu'en Suisse, mais j'ai pu voir dans pas mal d'endroits, finalement des gens. Ça a été mon cas, et je le dis en toute modestie, c'est rien d'exceptionnel. Il se trouve que j'avais beaucoup de stocks de masques parce que j'avais prévu que ce genre de choses pourrait arriver. Et puis une fois le confinement arrivé, on n'en avait plus besoin. Et donc j'ai pris quand même une partie de mes stocks et je les ai amenés au petit hôpital en bas de la vallée. Et voilà. Et puis je me suis proposé s'ils avaient besoin si vous avez besoin de quelqu'un pour porter les cadavres, je suis là. Alors ils m'ont dit non, ça va aller. Forcément en Suisse on a une surcapacité hospitalière de dingue. D'ailleurs, on a accueilli beaucoup de malades venant d'Allemagne et de France, mais ce qui a aussi changé un peu les statistiques, mais c'est très bien. Et ça, c'est de bonne guerre, si je puis dire. Et cette solidarité, je l'ai vue avec mes voisins, je l'ai vue en ville, je l'ai vue avec des gens qui avaient le sourire, solidarité qui a totalement disparu une fois qu'on a déconfiné. Alors là, c'était chacun pour soi, en train de rouler à nouveau sur les routes en klaxonnant. Le retour au monde d'avant, quoi. Le retour au monde d'avant a été fulgurant, avec des embouteillages stressants, avec à nouveau on a vu récemment des combats communautaires à la Kalachnikov entre Tchétchènes et autres. Ouais. Bref, on a vu un retour du naturel au galop, mais je dois dire que j'étais agréablement surpris que pendant ce confinement, même si par exemple le fait d'applaudir les soignants à la même heure tous les soirs est totalement ridicule, ça part d'un assez bon sentiment. Et autant le bon sentiment après l'acte terroriste où on allume des bougies et non seulement contre-productif mais complètement idiot, autant dans la situation que nous avons traversée, il avait du sens et on a recréé un petit peu de lien social. Et certes petit, mais c'était quand même bien. D'accord. Bon, le moment est venu pour moi de faire mes petites chroniques mensuelles rapides. Après, on reviendra un petit peu pour rappeler, mon cher Pierrot, donc vos ouvrages qui ont été réédités très récemment par ces nouvelles éditions Culture
et Racine. Alors, quelles sont les lectures que je vais vous proposer aujourd'hui? Tout d'abord, le nouvel ouvrage de quelqu'un qui fut notre invité durant cette période de confinement, donc l'ancien universitaire Paul-Georges Sansonetti, donc spécialiste des mythes et des symboles, qui vient de publier aux éditions de La Forêt, éditions de La Forêt, donc animé par Pierre Vial de l'organisation de Terre et Peuple, le Graal d'Apollon. Donc il revient sur cette figure du Graal qu'il avait déjà abordé au début des années 80 dans Graal et Alchimie, à la lumière de la tradition primordiale, donc de toute l'école de la pensée traditionnelle et des symboles fondamentaux de notre science sacrée, pour reprendre le titre d'un ouvrage de René Guénon, dans le sillage duquel il se trouve, de cette manière. Voilà, il se réclame. Donc Paul-Georges Sansonetti, le Graal d'Apollon, pour ceux qui ont aimé notamment son intervention et en quelque sorte le message qu'il véhicule déjà depuis plusieurs décennies, aux éditions de La Forêt, donc disponible sur le site de ces mêmes éditions. Alors, il y a également, concernant le confinement, le confinement a généré pas mal de petits écrits, de journaux de confinement plus ou moins pertinents et narcissiques. Il y en a un qui échappe un petit peu à cet écueil. Il s'agit de celui qui a été rédigé par Thierry Emmanuel Garnier IER, qui n'est autre qu'un éditeur marseillais, qui préside aux éditions Arca, et qui édite énormément d'ouvrages en rapport avec l'ésotérisme, la symbologie, les mythes, etc. Donc toute cette approche d'une certaine connaissance. Et lui, qui est un grand fan, si je puis dire, du professeur Didier Raoult, a rédigé un journal intitulé Coronavirus, journal d'un confiné, signes des temps et cycles cosmiques, préfacé justement par Paul-Georges Sansonetti, dont j'ai chroniqué l'ouvrage presque à l'instant, et qui a été notre invité il y a quelques mois. Et c'est un ouvrage intéressant parce qu'en fin de compte, c'était aussi un petit travail de mémoire récente, en quelque sorte, d'histoire récente, où on remet quelques pendules à l'heure. On rappelle ce qu'ont été les errements, pour le dire gentiment, de nos gouvernants, et cela éclairé par justement des textes de la pensée traditionnelle ou de tirés de certains écrits saints ou sacrés. Donc parmi toute la gamme, je pense, des journaux que tu as publiés, c'est sûrement un de ceux qui est le plus recommandable. Donc Thierry Emmanuel Garnier, Coronavirus, journal d'un confiné, signes des temps et cycles cosmiques, aux éditions Arca, donc Arca, A-R-Q-A, préfacé par Paul-Georges Sansonetti, et que l'on peut se occuper par contre là sur le site de l'éditeur, là, A-R-Q-A, édition Arca. Alors mon cher Pierrot, je reviens brièvement vers vous pour annoncer, rappeler plutôt les titres des ouvrages que vous venez de publier ou qui viennent d'être réédités. Donc tout d'abord votre roman réussi, dont nous avons longuement parlé en début d'émission, Giuseppe, une histoire de survie, aux éditions Culture et Racine, pour la somme modique de 20 €. Ensuite, réédition de 3 de vos ouvrages, notamment le premier, celui qui a marqué dans quelque sorte au moment de sa première publication il y a 9 ans, Survivre à l'effondrement économique, toujours aux éditions Culture et Racine. Ensuite, celui que vous avez coécrit avec le blogueur survivaliste Vol Ouest, intitulé Rue Barbare, Survivre en ville, toujours aux éditions Culture et Racine. Et enfin le dernier, là aussi qui est d'une actualité quand même brûlante, notamment en ce qui concerne le volet, on va dire bactériologique ou biologique de cette crise, c'est celui que vous avez co-signé avec Chris Millennium, cet expert du GIGN, du groupe international de nationale, NRBC. Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, aux éditions Culture et Racine. Je crois que je peux préciser que le deuxième ouvrage, Rue Barbare, a été remis à jour, je crois, avec un cahier photo. Avec 30 pages supplémentaires et en plus une trentaine de pages de photos couleurs qui ajoute, et puis le texte a été légèrement remanié partout pour le mettre à jour, donc c'est une vraie nouvelle édition, un petit peu augmentée comme on dit, oui. Mais et qui en plus, par le fait d'être édition,
évite de l'acheter au marché noir, car malheureusement ces livres se trouvent à des prix stratosphériques en début d'année. Oui. Oui, malheureusement, c'est vrai qu'il y a souvent une certaine spéculation sur les ouvrages épuisés. Là, je me rappelle aussi là des ouvrages de l'invité que j'ai cité, le précédent invité pour Joseph Sonetti, ou d'autres qui atteignent souvent des niveaux stratosphériques. Bien, mon cher Pierrot, je vous remercie vraiment vivement d'avoir nous en fait l'honneur et le plaisir de revenir dans ce studio, donc qui est aussi le vôtre. Vous êtes toujours C'est un grand plaisir. Grazie mille. Grazie mille de nada. Et c'est moi qui vous donne rendez-vous, chers auditeurs, donc pour de nouvelles aventures métapolitiques à l'écoute de ce livre journal de la jeunesse le mois prochain, livre journal qui restera estival. Au revoir. Vous venez d'entendre le libre journal de la jeunesse dirigé par Pascal Lassalle. Émission préenregistrée le 27 juin 2020. Elle est diffusée pour la première fois sur Radio Courtoisie samedi 18 juillet 2020 de midi à 13h30 et réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.